Bonjour. Dans de nombreuses disciplines enseignées à l'école, les professeurs insistent pour que leurs élèves produisent des argumentations qui justifient leur position. Défendez vos idées, disent-ils. Détaillez vos arguments, appuyez-les suffisamment. Ajoutez des exemples afin d'illustrer vos propos. Tout cela peut être très exigeant, parfois même épuisant. Parmi les professeurs qui accordent une grande importance à l'argumentation dans leurs cours, les professeurs de philosophie occupent une place de choix, tout entourés qu'ils sont de leur pile de livres, toujours prêts à vous reprocher le moindre petit sophisme. Pourquoi les professeurs de philosophie accordent-ils une si grande place à l'argumentation? Plus fondamentalement encore, pourquoi argumenter? Ne devrait-on pas plutôt succomber au charme d'une douce rêvasserie, entourée de couvertures épaisses comme lors d'une belle nuit d'été, autour d'un feu de camp avec nos amis ou notre famille? Donc pourquoi argumenter? Pour y voir plus clair, pour mieux réfléchir à cette question, j'ai invité une collègue, professeure de philosophie au Cégep Limoilou, à Québec, à venir discuter avec moi. Bonjour Cindy Sautereau. Bonjour Mathieu, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de participer à cette discussion et de répondre à certaines de mes questions sur l'argumentation. Cindy, depuis combien d'années environ enseignes-tu au collégial? J'ai commencé à enseigner au collégial en 2016, donc ça fait environ 8 ans. Quand je suis revenue de mon post-doctorat, j'ai commencé à enseigner d'abord au Cégep de Rivière-du-Loup et puis peu de temps après, ici, au Cégep Limoilou. Est-ce que depuis que tu as commencé à enseigner la philosophie au Cégep Limoilou, tu as eu l'occasion de donner régulièrement les 3 cours de philosophie qui sont obligatoires au collégial? Exact. J'ai enseigné donc les 3 cours de philosophie. J'ai aussi eu la chance d'enseigner un cours optionnel, sexe et pouvoir. Donc c'était vraiment très intéressant à cet égard. Et puis depuis quelques années, je donne plus particulièrement le premier cours de philosophie, donc philosophie et rationalité. Et là, en plus, je passe donc beaucoup plus de temps sur l'argumentation. Mais justement, tu l'as nommé l'argumentation. Je fais l'hypothèse que peu importe le cours de philosophie donné au collégial, dans tous tes cours, y compris le cours optionnel, le cours complémentaire sexe et pouvoir, tu as demandé à au moins une reprise à tes étudiantes, tes étudiants d'argumenter. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas, c'est tout à fait exact, et notamment c'est l'exercice qu'ils ont à faire dans la dissertation finale. C'est sûr que dans le premier cours de philosophie, on apprend vraiment toutes les bases de l'argumentation, donc j'y passe beaucoup plus de temps. Mais c'est important aussi, bien entendu, en vue de la dissertation finale et d'autres exercices d'ailleurs, comme des débats que je peux faire dans le 3e cours de philosophie, éthique et politique. C'est donc important pour eux d'argumenter et j'insiste beaucoup là-dessus. Bon, je ne courais pas un très grand risque en te posant cette question-là, à savoir est-ce qu'ils argumentent dans tes cours, puisque c'est quand même une exigence du ministère de l'Enseignement supérieur qu'en philosophie, les étudiants argumentent, donc c'est dans notre description de tâches, mais ils n'ont pas à nous l'imposer. Même si ce n'était pas explicite, on le ferait. Même si ce n'était pas une demande claire, on le ferait. Cindy, tu as développé une expertise sur la question de l'argumentation avec le temps, donc non seulement parce que tu la pratiques dans tes activités en philosophie. Tu as fait un post-doctorat en philosophie, je crois. Donc, tu écris des articles parfois ou prononces des conférences. Mais aussi, tu as développé ton expertise en enseignant l'argumentation au collégial. Et je crois aussi que tu l'enseignes parfois à l'université. Oui, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si je dirais que je suis une experte, mais en tout cas, je me suis intéressée à la question de l'argumentation parce que depuis, je l'ai fait au doctorat. J'ai enseigné, quand j'étais au doctorat, un cours d'argumentation pour les étudiants au bac. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de le donner, notamment, ça fait maintenant même plus d'une dizaine d'années, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où je suis chargée de cours et où j'enseigne un cours obligatoire qui s'intitule « Méthodologie et argumentation ».
Donc, je revois vraiment les bases de l'argumentation avec les étudiants de première année. Et puis, depuis 3 ans maintenant, j'enseigne aussi toujours à l'UQTR, développement de la pensée critique. Donc là encore, on est dans l'argumentation. Et en plus de ça, tu as fait par intérêt personnel des études de droit où l'argumentation joue un rôle central. Je pense que tu es peut-être un peu modeste en disant que tu n'as peut-être pas développé une expertise. Là, je me permets de penser que tu l'as fait, mais donc tout ça additionné, oui. L'argumentation joue quand même un grand rôle dans tes activités. Tout à fait, tout à fait. En introduction, j'ai osé poser la question « Pourquoi argumenter? » En quelque sorte, à quoi ça sert? Mais je pense qu'avant d'explorer cette question, il vaudrait la peine de préciser ce que c'est argumenter. Penses-tu que tu pourrais nous dire, en quelques mots, en quoi consiste argumenter, le fait d'argumenter? Alors, comme je le dis à mes étudiants souvent, quand j'aborde la question de l'argumentation, c'est facile d'avoir des opinions. Aujourd'hui, tout le monde a des opinions. Mais c'est plus difficile de savoir pourquoi on a ces opinions et de montrer qu'elles sont bien fondées. Et c'est ça, le but de l'argumentation, c'est ça, argumenter. C'est montrer que notre position, notre opinion sur une question est soutenue par des raisons, par de bonnes raisons, des raisons auxquelles on a réfléchi finalement. Des raisons auxquelles on a pensé, qu'on estime qu'elles sont bonnes et donc qu'elles nous permettent de soutenir vraiment notre opinion. Donc argumenter, c'est montrer que notre opinion est justifiée par de bonnes raisons. Bien entendu, après, on pourra se demander qu'est-ce que sont de bonnes raisons, mais on y viendra peut-être plus tard. Merci beaucoup, Cindy. Ce que tu dis me semble rejoindre directement l'expérience de nos étudiants et des étudiants en général qui étudient l'argumentation dans leurs différents cours. Ils doivent défendre leur position, justifier leur point de vue. Et puis là, je reviens à une question que j'ai posée tantôt. À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert d'argumenter? Alors, argumenter, ça sert à convaincre. On pourrait dire ça très simplement. Convaincre. Okay. L'argumentation vise à convaincre, à montrer que notre position est la meilleure, qu'elle est bien fondée. L'argumentation implique donc qu'on s'adresse à quelqu'un. Si on vise à convaincre, on cherche à convaincre quelqu'un, puis on pourrait même dire ce quelqu'un peut être soi-même. Des fois, on a des décisions à prendre et puis on cherche, on se demande quelle décision est la meilleure. Qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, ça va être c'est soi-même qu'on cherche à convaincre. Mais donc l'argumentation implique qu'on s'adresse à quelqu'un. En ce sens, je dis souvent à mes étudiants que l'argumentation, c'est un dialogue. Donc l'argumentation, c'est pas un monologue. On s'adresse à quelqu'un et également, il faut aussi tenir compte de la position, des arguments adverses, donc que notre interlocuteur, s'il n'est pas d'accord avec nous, pourrait nous adresser. Donc en ce sens-là, l'argumentation, c'est vraiment un dialogue. Et on pourrait dire que l'argumentation aussi intervient dès lors qu'il y a matière à controverse. D'où l'idée vraiment de chercher à convaincre. Parce que devant l'évidence, on n'argumente pas. Si je te dis la main humaine a 5 doigts ou le soleil se lève le matin, là, on va assez vite tomber d'accord. Donc là, il n'y a pas matière à argumentation. Donc devant l'évidence, on n'argumente pas. On argumente dès lors qu'il y a controverse. Si je te dis, comme j'ai posé à mes étudiants cette question de dissertation dans le 3e cours de philosophie, éthique et politique, est-ce que la fin justifie les moyens? Là, on va peut-être pas être d'accord. Peut-être que pour moi, la fin justifie les moyens, mais peut-être que pour toi, ce n'est pas le cas. Donc là, il va falloir, moi, que j'essaye de te convaincre de ma position et toi, de la tienne. Donc il y a vraiment argumentation quand il y a matière à controverse. Et à ce moment-là, l'argumentation vise à convaincre notre interlocuteur que notre position, que notre opinion est la meilleure, et cela en recourant à des arguments. Cindy, tu viens de mettre en évidence une partie importante de l'argumentation. Donc, à ma question, à quoi ça sert d'argumenter? Tu me réponds, ça sert à convaincre. C'est un objectif souhaité, c'est l'objectif visé, peut-être le premier. Mais je saisis aussi par nos discussions passées que
Toi, tu distingues deux composantes essentielles à l'argumentation, donc cet objectif de convaincre et une autre composante. Quelle serait l'autre composante essentielle à l'argumentation? Tout à fait. Quand j'enseigne, je distingue donc deux composantes de l'argumentation. D'une part, l'influence exercée sur les personnes, dans la mesure où, comme on l'a bien dit, l'argumentation vise à convaincre, mais d'autre part, la démarche également, donc la démarche rationnelle qui permet d'arriver à ce but, donc de convaincre. Et eh bien, il ne faut pas chercher justement peut-être à convaincre à tout prix. Donc il n'y a pas seulement la composante d'influence que l'on exerce sur les autres, mais aussi la démarche rationnelle qui permet d'arriver à ce but-là, parce que l'argumentation doit donc aussi, du moins en philosophie, respecter certains critères de rationalité, comme la rigueur, la cohérence. Donc oui, il faut chercher à convaincre, mais pas à tout prix, et surtout pas au déni de la raison. Donc la démarche rationnelle qui est derrière donc, cette visée est essentielle également. Si je reprends et si je tente de résumer, tu me corrigeras au besoin. Bien sûr. Tu nous as dit donc que l'argumentation vise à convaincre au sujet de matière à controverse, au sujet de thèmes qui sont matière à controverse, parce que devant l'évidence, on n'a pas nécessairement besoin de convaincre. Hein. Tout à fait. Ce qui est évident normalement pour tous. La somme des angles intérieurs d'un triangle équivaut à 180 degrés. Donc ça ne se discute pas. Mais dans les affaires humaines, comme la question que tu posais, la fin justifie-t-elle les moyens? Il y a matière à controverse. Donc, on argumente sur des sujets comme ceux-là, on cherche à convaincre notre interlocuteur et on tente de le faire en respectant au mieux les critères de la pensée rationnelle. Quel résumé parfait! Peux-tu nous donner un exemple? Alors, peut-être, c'est un exemple que je vais emprunter à Victor Thibaudeau, donc, qui est professeur à l'Université Laval, dans son livre, son excellent ouvrage « Principes de logique ». Il nous donne un exemple, il dit si je veux convaincre que tous les jeunes sont de bons chauffeurs, comment est-ce que je peux essayer quel argument est-ce que je peux faire valoir? Eh bien, je peux dire, par exemple, comme je peux donner comme argument au soutien de cette thèse pour convaincre de cette opinion-là, je peux dire eh bien, que tous ceux qui ont de bons réflexes sont de bons chauffeurs et que, par ailleurs, tous les jeunes gens ont de bons réflexes. Mais là, on n'est pas dans une matière, justement, comme la géométrie ou les mathématiques. Et ce ne sont pas des énoncés qui sont rigoureusement vrais, qui sont évidents. Il peut y avoir des exceptions. Tous ceux qui ont de bons réflexes sont de bons chauffeurs, oui, dans la plupart des cas. Mais quelqu'un pourrait avoir de très bons réflexes et avoir une phobie de la conduite. Hein, et justement, il y a plein d'autres choses qui pourraient se passer. Et ça pourrait être un très mauvais chauffeur. Tout comme le fait que certains jeunes gens pourraient très bien ne pas avoir de bons réflexes. Donc, quand on est dans le domaine des affaires humaines, il y a toujours des exceptions. Et c'est pour ça que, eh bien, il faut justement donc que nos arguments soient, ils ne peuvent pas être certains, ils ne peuvent pas être absolument vrais. Donc, dans le domaine de l'argumentation, il va falloir aussi qu'il y ait plusieurs arguments éventuellement. Il va falloir s'assurer que nos arguments sont assez forts, donc il va falloir respecter plusieurs critères parce qu'on n'est pas en mathématiques. Et donc, comme il y a matière à controverse, il est toujours possible de s'objecter, de trouver des exceptions. Merci Cindy pour toutes ces précisions éclairantes. En t'écoutant, je me suis posé une question qui touche un peu notre pédagogie en tant que professeur de philosophie. En tant que professeur en général aussi, parce que ça ne concerne pas que les profs de philo, ce que je vais dire. Quand un professeur demande à ses étudiants de produire une argumentation, est-ce que le professeur s'attend vraiment à ce que les étudiants fassent l'effort de le convaincre lui personnellement? Hein? Après tout, c'est le professeur ou la professeure qui lit les textes. Normalement, il n'y a personne d'autre qui les lit. Là. C'est peut-être extrêmement rare dans des cas particuliers.
Donc, il y a une personne qui lit le texte, c'est le prof qui va corriger les 40 élèves, par exemple. Et les élèves qui écrivent leur texte, s'attendent-ils vraiment à convaincre le professeur ou la professeure en produisant leur argumentation? Il me semble, tu pourras me contredire si tu n'es pas d'accord, mais il me semble que assez peu de gens croient que c'est vraiment l'effet recherché. C'est-à-dire que le prof, en tout cas, ses attentes ne sont pas vraiment d'être convaincu par un texte plutôt qu'un autre, mais plutôt de lire des argumentations plus ou moins convaincantes, mais il ne s'attend pas à changer vraiment sa pensée. Et les étudiants, sauf peut-être une minorité, ne s'attendent pas vraiment à convaincre le prof. Donc, si on ne s'attend pas vraiment à convaincre, mais qu'on fait comme si, alors c'est comme si l'exercice d'argumenter dans le cadre du cours était une répétition générale en vue de la vraie vie, entre guillemets. Je mets des gros guillemets ici, mais c'est comme si le fait d'argumenter dans le cours nous servait à nous pratiquer, à nous exercer pour que, au travail plus tard ou dans nos relations interpersonnelles, nous soyons meilleurs pour argumenter. Et là, ça m'amène à une autre question, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est, au fond, quand les professeurs demandent aux étudiants d'argumenter dans leurs cours, est-ce que l'effet recherché est plutôt d'abord un effet sur l'étudiant ou l'étudiante qui produit l'argumentation? C'est-à-dire que si le but n'est pas nécessairement de convaincre le professeur à tout prix, l'effet recherché n'est-il pas de produire quelque chose chez la personne qui argumente, de produire un effet sur son propre esprit? Autrement dit, quand on argumente, surtout à l'école, ne sommes-nous pas d'abord les bénéficiaires de notre propre argumentation? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, elle est très claire, Mathieu. Tu n'as pas tout à fait tort, hein. C'est sûr que dans le cadre de nos cours, l'argumentation, c'est vraiment plus un exercice. Mais bon, je dis quand même à mes étudiants, quand vous allez faire votre dissertation, quand même, mettez-vous en tête que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous adressez à quelqu'un. De s'imaginer quand même que c'est moi, ça va l'être, hein, c'est moi donc leur lectrice, et qu'ils doivent viser à me convaincre. D'ailleurs, je leur dis, moi, je ne vous évaluerai pas sur votre opinion, mais uniquement sur les arguments qui viennent justifier votre opinion. Et pendant quelques années, je demandais en dissertation finale la question suivante, la philosophie est-elle utile? Et puis maintenant, je donne cet exemple-là dans mon cours, puis je leur dis, mais vous pouvez essayer de me convaincre que la philosophie n'est pas utile. Il n'y a aucun problème, donc vous ne serez pas donc évalué sur votre opinion, mais uniquement sur vos arguments. Donc tout de même, je leur demande d'essayer de me convaincre, mais c'est vrai que l'effet véritablement recherché, c'est de développer leur esprit critique, leur réflexivité et leur ouverture d'esprit, parce que quand on argumente, je leur demande de trouver, oui, des arguments, mais aussi des objections. Et donc, de faire droit à ces objections-là. Je leur dis, essayez de vous demander, mais qu'est-ce que votre adversaire, entre guillemets, pourrait vous objecter? Essayez de trouver des arguments contraires et développez-les avec autant de force que vos propres arguments. Donc, vraiment, ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est d'évaluer leurs idées, de faire le tri un petit peu dans leurs idées et de les mettre en question. Parce que bien souvent, ils ont des opinions, comme sur l'utilité de la philosophie, a priori très tranchées. Et je vais aussi les amener à évaluer, à faire droit aux opinions adverses, donc pour les habituer à se remettre en question, à remettre en question leurs idées. Donc c'est sûr que leur apprendre à argumenter, c'est aussi les conscientiser, justement, leur faire prendre conscience qu'il est bon de remettre en question ces idées, de les évaluer pour voir si elles sont justement bien fondées ou pas. Ou est-ce que c'est juste des préjugés, des opinions qu'ils ont entendues comme ça, avec des arguments entendus à la radio, sans véritablement
se remettre en question. Donc effectivement, tu n'as pas tout à fait tort en disant qu'il y a un autre effet, donc recherché tout du moins dans les cours, et pas seulement donc, de chercher à convaincre. Il m'est arrivé parfois, au moment de recevoir le texte d'une étudiante ou d'un étudiant, que la personne me dise « Mathieu, voilà, je te remets le texte ». Mais il me semble que plus je l'écrivais, mon texte argumentatif ou ma dissertation, plus je l'écrivais, moins j'étais certain que mon argumentation était bonne et que la thèse ou l'idée, la position que je défendais était la bonne. Je me suis mis à douter. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi? Est-ce que c'est souhaitable, ça? Oui, c'est souhaitable. Dans la dissertation finale, des fois, les étudiants n'ont pas toujours l'occasion de me faire un retour. Mais oui, je pense que c'est quelque chose, justement, aussi de propre, peut-être, à la philosophie. Et moi, j'insiste beaucoup dans mes cours sur le doute. Et puis, tu enseignais aussi Socrate et Platon. Donc, par exemple... Quand Socrate se trouve face à Ménon, dans le dialogue de Platon qui porte le même nom, Socrate demande à Ménon « Mais Ménon, dis-moi ce qu'est la vertu ?» Et Ménon lui dit « Mais Socrate, je sais ce qu'est la vertu, puis je vais te le dire, il n'y a aucun problème. » Et donc il énonce ce qu'est la vertu. Socrate lui pose une ou deux petites questions et Ménon lui dit « Mais mon Dieu, tu m'as comme paralysé. » Il compare Socrate à une raie torpille, à une raie électrique. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Il est comme paralysé dans son esprit et dans sa bouche parce que il pensait être certain de savoir ce qu'était la vertu. Il avait des arguments, il avait déjà donc fait des discours à propos de la vertu. Et Socrate lui pose quelques questions et là, Ménon ne sait plus, il doute. Et ce doute est salutaire, c'est la reconnaissance finalement de notre ignorance. Et Socrate va dire après, c'est uniquement quand on reconnaît notre ignorance, donc qu'on est prêt à partir à la recherche de la vérité, parce que si on pense déjà tout savoir, eh bien, il n'y a pas besoin de partir à la recherche de la vérité. Donc ce doute, oui, il est essentiel, j'ai envie de dire. Donc ça pourrait être un effet recherché par les professeurs. Tout à fait. Ils ne le disent pas forcément, mais c'est qu'en échafaudant notre argumentation, en tentant de défendre notre point de vue, on en voit mieux les failles. Exact. Et il y a quelque chose, moi qui aime les paradoxes, il y a quelque chose là ici d'intéressant parce que c'est plus on s'acharne à défendre un point de vue, parfois plus on en voit les faiblesses et finalement ce qu'on voulait construire comme un château fort finit par s'écrouler par soi-même. Tout à fait. Et c'est pas évident d'être prêt éventuellement à le laisser s'écrouler. Parce que, surtout des idées, des opinions qu'on a depuis longtemps, on y tient bien souvent. Parfois, ça fait même partie de notre identité. C'est quelque chose qui est justement pas très rationnel, mais des fois assez affectif. C'est pas facile de reconnaître qu'on a tort. Bien souvent, même s'il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit « Ah, je suis peut-être plus très sûre », mais on continue à argumenter parce que c'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir tort, comme si on n'aimait pas ça, comme si on avait l'impression, je ne sais pas, d'être peut-être faible ou vulnérable, alors que, au contraire, être prêt à reconnaître qu'on a tort, que peut-être notre opinion n'est pas aussi solide qu'on le pensait, eh bien, pour moi, c'est une grande force. Puis aussi, c'est être assez humble, peut-être. Mais c'est quelque chose de difficile à faire. Et même moi, qui suis quand même assez conscientisée à ça, des fois, j'ai du mal à dire, surtout quand j'interagis avec une autre personne, à dire « Ben oui, tu as peut-être raison, et j'ai tort ». C'est difficile à faire. Très humain de trouver ça difficile, et je ne fais pas exception moi non plus. À ça peut m'arriver de trouver ça difficile d'admettre mon tort, d'admettre que j'ai défendu la mauvaise position. Tout à fait. Et parfois on défend mal, parfois on s'y prend mal, ce qui m'amène à ma question, qu'est-ce qu'un bon argument? On l'avait gardé en réserve, on a vu c'était quoi argumenter, on a vu un peu à quoi ça sert aussi, mais qu'est-ce qu'un bon argument?
Ça, c'est quand même une question importante, justement, des critères de l'argumentation. Comment on va évaluer un argument? Est-ce qu'un argument convaincant est toujours un bon argument? Moi, j'ai envie de dire que non, parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux composantes à l'argumentation. Oui, influencer l'autre personne, mais aussi il y a la démarche rationnelle qui est importante. Et puis, les critères de l'argumentation vont rentrer dans la démarche rationnelle. Donc, on peut distinguer plusieurs critères donc, pour évaluer notre argumentation. La pertinence. Je vais y revenir, l'acceptabilité ou la crédibilité des arguments et finalement la suffisance des arguments. Alors le premier, la pertinence, c'est peut-être celui auquel je tiens le plus parce que c'est une erreur que je vois souvent dans les dissertations. Donc la pertinence des arguments concerne plus la forme de l'argumentation et plus particulièrement le lien entre l'argument et notre opinion, et la thèse que l'on cherche à défendre, la position qu'on cherche à défendre. Donc, est-ce que ça a rapport ou non avec le sujet débattu? Parce que parfois, l'argument en lui-même est excellent, mais il n'y a pas de lien avec l'argumentation, ou peut-être que l'étudiant en voit un dans sa tête, peut-être que pour lui, il y a un lien, mais il ne l'explicite pas. Et pour moi, eh bien, quand je lis, justement, ce n'est pas assez clair, je ne le vois pas, le lien. Donc, ce lien, véritablement, entre l'argument et donc la thèse que l'on défend, il est essentiel, et ça c'est le critère de pertinence. Et est-ce que justement ce lien est assez fort? Puis à cet égard, on peut trouver un lien nul, où il n'y a vraiment aucun lien, un lien faible, modéré, fort et nécessaire. Un lien nul, bon, c'est quand même assez peu courant. Je pourrais dire, bon, la course à pied est un bon exercice pour réduire le stress car le gazon est vert. Bon, là, c'est évident qu'il n'y a aucun lien. Mais parfois, c'est vrai que dans les dissertations, ça ressemble à ça, ce que je lis. Donc, il y a malheureusement assez souvent des personnes qui argumentent et qui sont hors sujet un petit peu dans leur argumentation. Oui, tout à fait. Ça n'a pas de rapport, vraiment. Tout à fait. Ou le rapport, il est très faible. Ou des fois, il y a des glissements, parce que là, bon, je parlais de la course à pied et du gazon, ça n'a rien à voir, mais si je reprends mon exemple de la course à pied, je suis une coureuse, la course à pied donc, est un bon exercice pour réduire le stress, car c'est un sport démocratique. Tout le monde peut pratiquer la course à pied. C'est vrai que tout le monde, quasiment, peut pratiquer la course à pied. C'est facile, peu importe l'âge que l'on a. Mais est-ce que, parce que tout le monde peut pratiquer la course à pied, est-ce que c'est un bon argument pour venir soutenir que ça permet de réduire le stress? Ben non. Par contre, si je vous dis, la course à pied sécrète des endorphines, qui est justement un élément pour réduire le stress, là, oui, une hormone qui permet de réduire le stress, là, effectivement, il y a un lien et l'argument est bon. On voit véritablement donc, les bienfaits de la course à pied sur la santé et plus particulièrement sur le stress. Donc là, il y a un lien véritablement entre mon argument et la thèse. Ça me fait penser aussi à des cas dont on entend parler en lien avec ce qui se passe dans les tribunaux. Par exemple, un homme d'affaires est accusé de fraude. Il est accusé d'avoir fraudé des investisseurs. Bon. Et quelqu'un pourrait dire, c'est sûr qu'il est coupable, il a été infidèle envers sa femme pendant de nombreuses années, donc on voit bien que c'est un menteur. En fait, cette tentative-là d'associer cette infidélité-là envers son épouse au reste, c'est pas pertinent, en fait. Ce qu'on veut savoir, c'est a-t-il fraudé, oui ou non? Et ce sont les faits qui touchent cette question-là qui nous intéressent. Tout à fait. Ce monsieur peut être infidèle par ailleurs, d'accord, mais ça n'a rien à voir donc avec ce dont il est accusé. Et donc ici, on est effectivement dans un argument qui est non pertinent ou dans le cadre d'une dissertation hors sujet. Et c'est vrai que dans beaucoup de dissertations que je lis, dans la marge, je vais mettre lien, point d'interrogation, parce que le lien n'est pas là. Oui, l'argument est peut-être bon en soi, il est acceptable, c'est le deuxième critère, il va être crédible, oui, mais il ne vise pas vraiment à montrer
que la position qu'on défend est la meilleure. Donc c'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants, gardez ce que vous cherchez à montrer en tête, tout le temps. Écrivez-le sur votre feuille de brouillon, vraiment votre thèse, la position que vous cherchez à défendre. Et quand vous écrivez, c'est peut-être un peu fastidieux, mais à chaque fois quasiment que vous écrivez une phrase, demandez-vous, est-ce que cela contribue à venir montrer que ma thèse est justifiée? Là, je pense qu'on a bien clarifié le concept, ou en tout cas le critère de la pertinence. Et là, tu en as nommé un deuxième, l'acceptabilité. J'aimerais ça qu'on l'approfondisse un peu. Donc, le premier, ça nous dit « Ne soyez pas hors sujet, s'il vous plaît, collez-vous à votre sujet ». C'est ça. Le deuxième, l'acceptabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'acceptabilité, on l'a vu, on en a vaguement parlé tout à l'heure, un petit peu parlé tout à l'heure, donc c'est difficile, quand on parle des affaires humaines, donc des comportements humains, les énoncés sont rarement rigoureusement vrais. C'est pour ça que l'on va parler plutôt d'acceptabilité d'un argument, parce qu'on n'est pas devant une évidence, donc on n'est pas devant une relation de nécessité. OK, donc l'acceptabilité, ce serait un autre nom pour parler de vérité. C'est cela. Mais un nom un peu moins ambitieux. Tout à fait. C'est plus ou moins... Mais on pourrait dire que quand on dit qu'un argument est plus ou moins acceptable, c'est qu'il est plus ou moins vrai. Exact. Mais on parle d'acceptabilité parce qu'on sait que dans les choses humaines, il est difficile d'atteindre une vérité qui sera évidente pour tout le monde. Tout à fait, une vérité qu'on pourrait dire absolue, certaine, si on pense à Descartes. Non, effectivement, c'est pour ça qu'on va donc parler d'acceptabilité ou de crédibilité plutôt que de vérité. Donc, est-ce que mon argument peut être accepté par mon auditoire, la communauté ou la société, la communauté des gens à laquelle je m'adresse? Donc, il sera plus ou moins acceptable selon qu'il se base sur des faits vérifiables, sur des sources crédibles. C'est tout à fait ça. On va regarder donc si mon argument peut être vérifiable, si les sources sont crédibles ou non. Par exemple, si mon voisin vient me voir en me disant « Hey Cindy, hier j'ai vu un extraterrestre dans ma cour ». Mon voisin est bien gentil, généralement il dit quand même des choses vraies. Mais là, j'ai peut-être un petit doute parce que, eh bien, on accepte communément donc que les extraterrestres n'existent pas, bien qu'il faut bien entendu se méfier des connaissances communément admises, on garde toujours notre esprit critique, mais disons que là, je pourrais quand même relativement douter de ce qu'il me dit, puis je ne suis pas certaine que son argument serait très acceptable. Il est possible qu'il ait vu quelque chose, mais bon, est-ce que c'était des extraterrestres? C'était peut-être autre chose aussi. Oui. Donc, on a la pertinence. Est-ce que ça a rapport ou non? Exact. Si je résume très, très grossièrement. L'acceptabilité, est-ce que c'est vrai ou non? Ou est-ce que c'est plus ou moins vrai? Et finalement, il y a un troisième critère qu'on doit appliquer, qui est celui de la suffisance. Effectivement, pour ce qui est du critère de la suffisance, il faut se demander si nos arguments fournissent des éléments suffisants pour venir justifier la conclusion. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, le lien entre l'argument et la thèse peut être plus ou moins fort. Donc, si mon argument n'est pas très fort, peut-être qu'il va en falloir plusieurs. Donc, comme on n'est pas dans l'évidence, il faut plusieurs arguments pour venir justifier notre thèse. On parlait d'un procès tout à l'heure. Là encore, à moins qu'il y ait un témoin qui ait vraiment vu ce qui s'est passé, pensons à un vol à main armée par exemple, ou si on avait une caméra qui a vu que le voleur était à visage découvert, etc. Bon là, on aurait une preuve quasiment hors de tout doute raisonnable, mais c'est rarement le cas quand on parle des affaires humaines. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs arguments pour s'assurer donc de la suffisance. Et à cet égard, il faut aussi s'assurer, j'ai envie de dire, d'avoir pensé aux éléments les plus importants. Parce qu'il y a parfois des arguments essentiels et d'autres qui sont plus accessoires. Donc il faut s'assurer d'avoir quand même fait le tour de la question et d'avoir mobilisé les éléments qui sont les plus forts, les plus importants.
et ne pas seulement recourir à des éléments, à des arguments qui sont plus accessoires par rapport à ce dont on parle. Est-ce que j'ai raison, Cindy, ou en fait, la suffisance, c'est le critère qu'on applique en dernier, ce qu'on vérifie en dernier, et il consiste à se dire nos arguments qui sont plus ou moins pertinents, qui sont plus ou moins acceptables, font-ils le poids? Hein? Quand on parle de suffisance, au fond, c'est est-ce que nos arguments font le poids pour convaincre? Tout à fait. Pour atteindre l'objectif recherché. Tu as le bon mot, c'est tout à fait ça. D'accord. Cindy, je voudrais revenir sur les deux composantes de l'argumentation dont tu parlais tout à l'heure. On vise à convaincre, hein, c'est notre objectif recherché, mais on souhaite le faire en respectant les règles de la pensée rationnelle, de la rationalité. Ce qui m'amène quand même à une autre question. Est-ce qu'on peut faire une place aux émotions dans l'argumentation? Est-ce qu'il y a de la place pour les sentiments, pour le ressenti? Il s'agit donc d'une vaste question que celle de la place des sentiments dans l'argumentation. Certains considèrent que convaincre consiste à argumenter en faisant appel à la raison, alors que persuader consiste plutôt à recourir aux émotions ou aux sentiments. Le fait est que les sentiments sont effectivement de très bons motivateurs. On est souvent sensible donc à cet aspect-là. Cependant, même si ce sont des bons motivateurs, même s'ils nous invitent, les sentiments, fortement à accepter la thèse, eh bien, et ils ne nous donnent pas de raison, la plupart du temps, crédible et pertinent de le faire. C'est pourquoi on range l'appel aux sentiments ou aux émotions parmi les sophismes. Parce que bien souvent, quand on recourt à des sentiments, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas de bonnes raisons pour convaincre notre interlocuteur. OK, donc ce serait c'est ça, voilà, ce serait un mauvais raisonnement là, que de tâcher de procéder de cette manière-là. Donc ça peut convaincre ou ça peut persuader. Dans le vocabulaire de certaines personnes, on utilisera ce terme-là. Quand on utilise les émotions pour convaincre, on est dans l'art de la persuasion. On ne serait plus dans l'art de l'argumentation. Est-ce que c'est pour autant condamnable moralement que d'utiliser les émotions parfois pour convaincre? Effectivement, parfois, de faire appel aux sentiments, ça peut être quand même acceptable. Par exemple, si quelqu'un s'apprête à avoir un comportement dangereux, il peut être bon que j'essaye donc de lui faire peur pour le faire changer d'avis ou donc le dévier de ce qu'il souhaitait faire, qui pouvait être dangereux pour lui ou pour d'autres. Mais la plupart du temps, donc l'appel aux sentiments n'est pas acceptable. Et donc, il arrive parfois que certains étudiants, à la fin de la session, alors qu'ils n'ont pas réussi le cours, mais qui sont proches, viennent me voir dans mon bureau pour me dire « Madame, bon, je suis à 56% sur 60, vous savez, si jamais je ne réussis pas le cours, ça va retarder donc mon cheminement, ou je ne vais pas pouvoir aller à l'université à l'automne comme je l'avais prévu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre les quelques points en plus ?» Bien entendu, moi, je suis sensible à ces arguments-là. On l'a dit, l'appel au sentiment, la référence au sentiment, c'est quelque chose, c'est un bon motivateur. Et oui, ça fonctionne. Et ça agit sur toi. Ça agit, en tout cas. Mais ce que je leur dis, c'est pensez-vous que vraiment cet argument-là est pertinent par rapport donc, à ce que vous cherchez donc, à me montrer, ce dont vous cherchez à me convaincre, à savoir donc, de vous faire passer le cours, de vous faire réussir le cours. Et non, c'est un appel à la pitié, ça n'a pas trait au travail fourni pendant la session. Donc si l'étudiant n'a pas atteint la compétence, ce n'est pas parce que ça va retarder son parcours que oui, je suis sensible à ça, mais l'argument n'est pas pertinent donc, par rapport à... La personne n'a pas réussi à démontrer qu'elle a atteint les objectifs du cours. Tout à fait. Donc, c'est ça le fait. Hein? Et comme tu l'expliques très bien, des événements extérieurs qui seraient invoqués
ne devrait pas intervenir dans la décision de la note, dans l'octroi de la note, au même titre que si je suis arrêté, si un policier m'interpelle parce que je roule trop vite, je ne peux pas lui dire « Monsieur l'agent, je sais que je roulais à 50 km/h dans une zone de 30, ce que je ne fais jamais. Bien sûr. Mais s'il vous plaît, soyez clément. J'ai une peine d'amour. Soyez clément, monsieur l'agent. J'ai des migraines depuis une semaine, ce qui me rend particulièrement irritable. Ça n'est pas pertinent. Tout à fait, tout à fait. C'est probablement vrai, mais ce n'est pas pertinent. Cindy, on se méfiera donc de nos émotions, de nos sentiments lorsque viendra le temps de produire une argumentation bien rationnelle, bien étayée. Cependant, moi, j'ai le sentiment maintenant d'y voir plus clair en matière d'argumentation et de mieux voir pourquoi argumenter et aussi comment s'articule une bonne argumentation. Je te remercie beaucoup d'être venu te prêter à l'exercice de venir discuter comme ça avec moi. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, Mathieu.